Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi l'histoire officielle du 19e siècle craque de toutes parts dès qu'on l'examine sous l'angle de la logique et des mathématiques? On nous a menti toute notre vie. On nous a raconté des fables sur des hommes barbus en lapetis et en chapeaux hauts de forme qui, à l'aide de burins et de la traction chevaline, érigeaient des structures que nous ne pouvons même pas reproduire aujourd'hui avec nos grues à tours et nos niveaux laser. Vous avez été trompés. Globalement, cyniquement, et il faut le reconnaître, de manière très professionnelle. Mais tout mensonge, aussi grandiose soit-il, laisse des traces. Et aujourd'hui, nous allons suivre ces traces pour révéler l'un des secrets les plus effrayants de la période dite victorienne. Regardez les palais de cristal. Londres, 1851. Munich, 1854. New York, 1853. Madrid, Sydney, Saint-Pétersbourg. Partout dans le monde, comme sur commande d'un chef d'orchestre invisible, surgissent soudain des constructions gigantesques, d'une complexité incroyable, faites de verre et de métal. Les historiens nous assurent que ce n'étaient que des pavillons d'exposition. Réfléchissez à cette absurdité. Des empires dépensent des ressources colossales, des milliers de tonnes de fonte, des millions de mètres carrés de verre d'élite pour construire un bâtiment pour 6 mois, organiser une exposition des réalisations nationales, puis le démonter, ou, ce qui est encore plus suspect, le laisser brûler entièrement en quelques heures? C'est ici que ça devient le plus intéressant. Prenons une calculatrice et faisons simplement le calcul. Le palais de cristal de Hyde Park. Sa longueur officielle, 564 mètres. Sa hauteur, 33 mètres. Sa superficie, près de 74 000 mètres carrés. C'est une taille comparable à celle des terminaux modernes d'aéroports internationaux. Et on nous dit que cette merveille d'ingénierie a été construite en seulement 9 mois. 9 mois. Avez-vous déjà vu un centre commercial moderne en béton et panneaux sandwich être construit à une telle vitesse? Et maintenant, transportez-vous au milieu du 19e siècle. Pas d'électricité, pas de soudure, pas de camion, pas de grue. Tout est assemblé avec des rivets et des boulons. Selon les rapports officiels, seulement 2000 personnes ont été employées sur le chantier. Les mathématiques jouent ici contre les historiens. Pour respecter ces délais, les ouvriers auraient dû installer 1000 panneaux de verre par heure, sans interruption pour dormir ni manger. C'est physiquement impossible. Mais la question de la logistique est encore plus choquante. D'où venait tout ce verre? Au milieu du 19e siècle, le verre plat était un produit de luxe. Sa technologie de production était complexe, coûteuse et lente. Et pourtant, 300 000 feuilles de verre de qualité parfaite livrées sur le site dans des délais serrés. Aucune usine de l'époque, à en juger par les données d'archives conservées sur les capacités de production, n'aurait pu fournir un tel volume. Cela ne signifie qu'une chose. Le verre n'a pas été produit spécifiquement pour le palais. Il a soit été pris dans les stocks d'une civilisation antérieure, plus développée, soit les technologies de production étaient complètement différentes et nous ont été cachées. Regardons l'architecte. Qui est ce génie qui a conçu un bâtiment en avance d'un siècle sur son temps? Joseph Paxton. Avez-vous déjà entendu ce nom? Savez-vous qui il est? Un ingénieur? Un architecte de renommée mondiale? Non, c'est un jardinier. Un simple jardinier qui construisait des serres pour le duc de Devonshire. La version officielle prétend que c'est son expérience dans la construction d'orangeries qui lui a permis de créer le projet du palais de cristal. Et c'est là que les historiens, sans le vouloir, se trahissent. Ils nous disent la vérité, mais nous ne l'entendons pas. C'était effectivement une serre gigantesque, industrielle. Mais que cultivait-on dans cette serre? Des palmiers? Des fleurs exotiques pour le plaisir des yeux de la reine Victoria? Ne me faites pas rire. Construire une structure de la taille de plusieurs terrains de football
dépenser le budget d'un petit État juste pour montrer des ficus au public, c'est économiquement non viable. Tout pouvoir, qu'il s'agisse d'une monarchie ou d'une république, est pragmatique jusqu'à la moelle. Si quelque chose est construit, cela doit apporter un bénéfice concret et tangible. Et ce bénéfice doit compenser les coûts. Faites attention au climat à l'intérieur de ces palais. La structure créait un effet de serre idéal. Une température stable, une humidité élevée, une protection contre les rayons UV, mais avec un maximum de lumière naturelle. Ce sont des conditions idéales pour la croissance. Mais pas des plantes. Regardez les vieilles gravures et les premiers daguerréotypes des intérieurs. Qui voyons-nous? D'immenses espaces vides, d'étranges réservoirs, des fontaines qui ressemblent davantage à des systèmes de circulation de fluides et de nombreuses sculptures. Des sculptures antiques, d'une blancheur immaculée, représentant des êtres humains aux proportions idéales. Et maintenant, comparez cela à un autre fait dont on n'aime pas parler dans les manuels scolaires. L'explosion démographique du milieu du XIXe siècle. Après les étranges événements du début du siècle, que de nombreux chercheurs appellent le déluge de boue ou la catastrophe de 1812-1816, la population de la Terre se met soudainement à croître de manière exponentielle. Les villes, qui étaient à moitié vides et recouvertes de boue, se remplissent soudain de monde. D'où venait-il? Les femmes se sont-elles soudainement mises à accoucher de 10 enfants, et tous ont survécu dans des conditions d'insalubrité et d'absence de médecine? Les statistiques de mortalité de l'époque disent le contraire. La survie des nourrissons était extrêmement faible. Mais la population augmentait. La réponse pourrait être si terrifiante que votre cerveau voudra la rejeter. Mais les faits sont têtus. Les palais de cristal ne sont pas des salles d'exposition. Ce sont des incubateurs. Ce sont des laboratoires géants pour la culture de masse biologique. De nouvelles personnes, ou ceux qui devaient remplacer la population décimée par la catastrophe. Cela semble-t-il fou? Alors expliquez-moi le phénomène des trains d'orphelins. Au milieu du XIXe siècle, partout dans le monde, de Londres à New York, des centaines de milliers d'enfants errants apparaissent. On les appelle des enfants trouvés. Rien qu'aux États-Unis d'Amérique, de 1854 à 1929, plus de 250 000 enfants orphelins ont été transportés des villes de l'Est vers le Midwest. 250 000 enfants sans parents. D'où venaient-ils en si grand nombre? Où étaient leurs parents? Il n'y avait pas de guerre, pas d'épidémie de peste non plus. Pourquoi les chroniques historiques sont-elles silencieuses sur une mort massive de la population adulte qui pourrait expliquer un tel nombre d'orphelins? Ces enfants apparaissaient de nulle part. Ils remplissaient les orphelinats, on les chargeait dans des trains et on les envoyait coloniser les territoires vides. De nouveaux fermiers, de nouveaux ouvriers pour les usines, de nouveaux soldats. Ils ne se souvenaient pas de leurs parents. Ils n'avaient pas de passé. Des rouages parfaits pour le nouveau système. Des citoyens parfaits du nouveau monde, construits sur les ruines de l'ancien. Et maintenant, revenons au palais de cristal. La serre de Paxton, l'effet de serre, la température idéale, d'énormes volumes d'eau, d'étranges baignoires et piscines qui furent plus tard déguisées en fontaines. Nous regardons les plans de ces bâtiments et nous voyons des systèmes complexes de ventilation et de chauffage qui sont bien trop excessifs pour une simple salle d'exposition où les gens se promènent en manteau. Pourquoi maintenir un microclimat tropical à Londres pour une exposition de machines-outils et de locomotives? Le métal n'a pas besoin d'humidité, elle lui est nuisible. L'humidité est nuisible aux tissus et aux tapis. Pour les tableaux, elle est mortelle. Mais pour les processus biologiques, l'humidité et la chaleur sont la base de la vie. Et un autre détail, regardez la durée de vie de ces palais. Ils apparaissaient soudainement, remplissaient leurs fonctions pendant plusieurs années, puis étaient détruits tout aussi soudainement. Le scénario est toujours le même. Un incendie. Le palais de cristal de Londres a brûlé. À New York, a brûlé. À Munich, a brûlé.
Le verre et le fer ne brûlent pas, direz-vous. Oh, ils brûlent parfaitement. Si la température de la combustion est extrême, ou si quelqu'un veut vraiment cacher les traces de ce qui se passait à l'intérieur. Un incendie est le meilleur moyen de détruire les résidus biologiques, la documentation et l'équipement. Après l'incendie, il ne reste qu'une carcasse fondue, qui est rapidement démantelée pour la ferraille. Les preuves sont effacées. Plus précisément, dans les cendres. Croyez-vous toujours que ce n'était que de simples expositions? Alors pourquoi, lors de ces expositions, montrait-on si souvent des incubateurs pour bébés? Oui, c'est un fait officiel. À la fin du XIXe siècle, lors d'expositions en Europe et en Amérique, on montrait au public des boîtes en verre avec des bébés prématurés. C'était présenté comme un miracle de la médecine, comme une attraction. Les gens payaient pour voir des bébés dans des couveuses en verre. Mais, et si ce n'était pas une démonstration d'une nouvelle technologie, mais les vestiges d'un ancien programme de grande envergure, qui a simplement été légalisé et monétisé quand le besoin à l'échelle industrielle a disparu? Et si on ne nous avait montré que la pointe de l'iceberg, en l'appelant une attraction, pour cacher la véritable fonction de ces technologies? Laissons de côté les émotions et tournons-nous vers la physique des matériaux, sèche et implacable. L'histoire officielle affirme que le palais de cristal de Londres a été construit en verre et en fer. Cela semble banal pour le XXIe siècle, mais pour 1851, cela sonne comme de la science-fiction. On nous dit que pour le vitrage, près de 300 000 feuilles de verre ont été nécessaires. 300 000. Imaginez-vous ce volume. Au milieu du XIXe siècle, la technologie de production de verre plat par étirage n'était pas encore mise en œuvre à l'échelle industrielle. Le verre était soufflé. Pensez-y. Le verrier souffleur prenait une masse dans un tube, soufflait un cylindre, puis ce cylindre était coupé et aplati dans des fours. C'est un travail manuel, d'une difficulté infernale. Les feuilles obtenues étaient petites, opaques et avec des bulles d'air. Et maintenant, regardez les photographies du palais. Nous voyons d'énormes panneaux parfaitement transparents, de taille standardisée. Pour produire un tel volume de verre à la main en quelques mois, il aurait fallu une armée de souffleurs de verre dépassant la population de Londres de l'époque. Où sont ces usines? Où sont les montagnes de déchets, inévitables avec une telle production? Où est le charbon pour les fours, dont le volume aurait dû recouvrir toute l'Angleterre de suie? Il n'existe pas. Les historiens se taisent, parce qu'ils ne peuvent expliquer l'apparition de centaines de milliers de mètres carrés de verre d'élite sortis de nulle part. Ce verre n'a pas été produit au XIXe siècle. Il a été pris tel quel. Ou, ce qui est encore plus probable, le bâtiment lui-même était là bien avant la date officielle de sa construction. Et la construction n'était qu'une opération de restauration et de déconservation d'un objet d'une civilisation ancienne. Passons au métal. La carcasse du palais était composée de milliers de colonnes et de fermes en fonte. On nous raconte avec fierté que c'était le premier bâtiment modulaire de l'histoire, assemblé comme un kit de construction. Les pièces auraient été coulées à Birmingham, transportées par chemin de fer et assemblées sur place. Et encore une fois, le mensonge se heurte à la logistique. Le poids des structures se chiffrait en milliers de tonnes. Les chemins de fer de l'époque étaient des voies uniques, avec des locomotives qui tiraient à peine quelques wagons à la vitesse d'un homme qui court. Pour transporter un tel volume de métal en quelques mois, il aurait fallu paralyser tout le trafic du pays. Mais les journaux de l'époque ne mentionnent aucun effondrement des transports. Les cargaisons apparaissaient sur le site instantanément, comme par un portail. La technologie d'assemblage soulève encore plus de questions. L'assemblage a-t-il été effectué à 30 mètres de hauteur, sans harnais de sécurité ni grue? Sur les gravures, on nous dessine des ouvriers joyeux qui soulèvent des poutres de plusieurs tonnes avec des cordes. N'importe quel ingénieur en bâtiment vous dira que c'est absurde. Pour monter de tels travées,
Il faut de l'équipement lourd, des calculs précis des charges, des élévateurs hydrauliques. Si une seule poutre dévie d'1 millimètre, toute la structure en fonte fragile et en verre s'effondrera comme un château de cartes. Mais le palais était un monolithe. Il a résisté aux vents d'ouragan. Il a résisté aux vibrations de millions de visiteurs. C'est un niveau d'ingénierie que nous avons du mal à reproduire aujourd'hui. Ils veulent que nous croyions que ce sont des paysans d'hier, avec des marteaux, qui ont fait ça. Faites attention à la forme même du bâtiment. Ce n'est pas juste une boîte, c'est une structure en arc complexe, ressemblant à un guide d'ondes ou un résonateur géant. Verre et métal, diélectrique et conducteur. Du point de vue de la physique, le palais de cristal est un condensateur géant, un dispositif pour accumuler de l'énergie. Mais quelle énergie! Il n'y avait pas encore d'électricité dans les prises, mais pour les processus biologiques, l'humidité et la chaleur sont la base de la vie. Et un autre détail, regardez la durée de vie de ces palais. Ils apparaissaient soudainement, remplissaient leurs fonctions pendant plusieurs années, puis étaient détruits tout aussi soudainement. Le scénario est toujours le même, un incendie. Le palais de cristal de Londres a brûlé. À New York, a brûlé. À Munich, a brûlé. Le verre et le fer ne brûlent pas, direz-vous? Oh, ils brûlent parfaitement, si la température de la combustion est extrême, ou si quelqu'un veut vraiment cacher les traces de ce qui se passait à l'intérieur. Un incendie est le meilleur moyen de détruire les résidus biologiques, la documentation et l'équipement. Après l'incendie, il ne reste qu'une carcasse fondue, qui est rapidement démantelée pour la ferraille. Les preuves sont effacées, plus précisément, dans les cendres. Croyez-vous toujours que ce n'était que de simples expositions? Alors pourquoi, lors de ces expositions, montrait-on si souvent des incubateurs pour bébés? Oui, c'est un fait officiel. À la fin du XIXe siècle, lors d'expositions en Europe et en Amérique, on montrait au public des boîtes en verre avec des bébés prématurés. C'était présenté comme un miracle de la médecine, comme une attraction. Les gens payaient pour voir des bébés dans des couveuses en verre. Mais, et si ce n'était pas une démonstration d'une nouvelle technologie, mais les vestiges d'un ancien programme de grande envergure qui a simplement été légalisé et monétisé quand le besoin à l'échelle industrielle a disparu? Et si on ne nous avait montré que la pointe de l'iceberg, en l'appelant une attraction, pour cacher la véritable fonction de ces technologies? Laissons de côté les émotions et tournons-nous vers la physique des matériaux, sèche et implacable. L'histoire officielle affirme que le palais de cristal de Londres a été construit en verre et en fer. Cela semble banal pour le XXIe siècle, mais pour 1851, cela sonne comme de la science-fiction. On nous dit que pour le vitrage, près de 300 000 feuilles de verre ont été nécessaires. 300 000. Imaginez-vous ce volume. Au milieu du XIXe siècle, la technologie de production de verre plat par étirage n'était pas encore mise en œuvre à l'échelle industrielle. Le verre était soufflé. Pensez-y. Le verrier souffleur prenait une masse dans un tube, soufflait un cylindre, puis ce cylindre était coupé et aplati dans des fours. C'est un travail manuel, d'une difficulté infernale. Les feuilles obtenues étaient petites, opaques et avec des bulles d'air. Et maintenant, regardez les photographies du palais. Nous voyons d'énormes panneaux parfaitement transparents de taille standardisée. Pour produire un tel volume de verre à la main en quelques mois, il aurait fallu une armée de souffleurs de verre dépassant la population de Londres de l'époque. Où sont ces usines? Où sont les montagnes de déchets, inévitables avec une telle production? Où est le charbon pour les fours, dont le volume aurait dû recouvrir toute l'Angleterre de suie? Il n'existe pas. Les historiens se taisent parce qu'ils ne peuvent expliquer l'apparition de centaines de milliers de mètres carrés de verre d'élite sortis de nulle part. Ce verre n'a pas été produit au XIXe siècle. Il a été pris tel quel. Ou, ce qui est encore plus probable, le bâtiment lui-même était là bien avant la date officielle de sa construction. Et la construction n'était qu'une opération de restauration et de déconservation d'un objet d'une civilisation ancienne.
Passons au métal. La carcasse du palais était composée de milliers de colonnes et de fermes en fonte. On nous raconte avec fierté que c'était le premier bâtiment modulaire de l'histoire, assemblé comme un kit de construction. Les pièces auraient été coulées à Birmingham, transportées par chemin de fer et assemblées sur place. Et encore une fois, le mensonge se heurte à la logistique. Le poids des structures se chiffrait en milliers de tonnes. Les chemins de fer de l'époque étaient des voies uniques, avec des locomotives qui tiraient à peine quelques wagons à la vitesse d'un homme qui court. Pour transporter un tel volume de métal en quelques mois, il aurait fallu paralyser tout le trafic du pays. Mais les journaux de l'époque ne mentionnent aucun effondrement des transports. Les cargaisons apparaissaient sur le site instantanément, comme par un portail. La technologie d'assemblage soulève encore plus de questions. L'assemblage a-t-il été effectué à 30 mètres de hauteur, sans harnais de sécurité ni grue? Sur les gravures, on nous dessine des ouvriers joyeux qui soulèvent des poutres de plusieurs tonnes avec des cordes. N'importe quel ingénieur en bâtiment vous dira que c'est absurde. Pour monter de telles travées, il faut de l'équipement lourd, des calculs précis des charges, des élévateurs hydrauliques. Si une seule poutre dévie d'1 millimètre, toute la structure en fonte fragile et en verre s'effondrera comme un château de cartes. Mais le palais était un monolithe. Il a résisté au vent d'ouragan. Il a résisté aux vibrations de millions de visiteurs. C'est un niveau d'ingénierie que nous avons du mal à reproduire aujourd'hui. Ils veulent que nous croyions que ce sont des paysans d'hier, avec des marteaux, qui ont fait ça? Faites attention à la forme même du bâtiment. Ce n'est pas juste une boîte. C'est une structure en arc complexe, ressemblant à un guide d'onde ou un résonateur géant. Verre et métal, diélectrique et conducteur. Du point de vue de la physique, le palais de cristal est un condensateur géant. Un dispositif pour accumuler de l'énergie. Mais quelle énergie? Il n'y avait pas encore d'électricité dans les prises. L'éclairage au gaz dans un tel volume aurait été dangereux et inefficace. Mais le palais brillait. La lumière pénétrait partout. Peut-être la structure elle-même accumulait-elle l'électricité atmosphérique. L'énergie éthérique, dont Tesla a écrit et qui a été si soigneusement effacée des manuels de physique. Si ce bâtiment était une centrale électrique, ou plutôt une station de survie, alors la théorie de l'incubateur reçoit une puissante confirmation technique. Pour cultiver des organismes biologiques dans un environnement artificiel, il faut de l'énergie, beaucoup d'énergie. Il faut maintenir la température, la circulation des fluides, le fonctionnement des pompes. D'ailleurs, à propos des pompes, le système de fontaine du palais de cristal est une énigme à part entière. Les jets d'eau montaient à près de 100 mètres de hauteur. Imaginez la pression nécessaire pour cela. Officiellement, on nous parle de machines à vapeur cachées dans les tours. Mais les machines à vapeur de l'époque crachaient une fumée noire dans le ciel et faisaient un tel vacarme qu'on en avait les oreilles bouchées à 1 kilomètre. Les visiteurs du palais décrivaient le silence et l'air frais. Pas de suie, pas de vacarme. Cela signifie que les pompes fonctionnaient sur un autre principe, ou que l'eau était fournie sous pression à partir de gigantesques réservoirs souterrains dont nous ne savons rien. Et c'est ici que nous arrivons au plus intéressant, à ce qui est caché sous terre. La fondation. Pour une structure aussi colossale, il faut une fondation s'enfonçant sur des dizaines de mètres. Mais dans les rapports officiels de construction, la fondation reçoit une attention suspectement faible. Comme si le bâtiment avait simplement été posé sur l'herbe. C'est impossible. À moins que la fondation et les étages souterrains n'aient déjà existé là depuis des milliers d'années. Et si les palais de cristal n'étaient que la pointe des icebergs, des dômes aériens de gigantesques complexes souterrains. Rappelez-vous à quelle fréquence, dans les villes du 19e siècle, lors de la construction du métro ou des égouts, on tombait sur d'étranges tunnels de briques qui ne menaient nulle part. À Londres, Paris, Moscou,
Des villes entières sont cachées sous terre. La science officielle les appelle collecteurs ou catacombes. Mais la qualité de la maçonnerie y dépasse les standards modernes. Et si les palais de cristal faisaient partie d'un système planétaire unique? Un système qui a survécu à la catastrophe. Et les nouveaux maîtres de la vie, qui ont pris le pouvoir après le déluge de boue, ont trouvé un moyen d'allumer ces machines. Ils ne les ont pas construites. Ils ont simplement appuyé sur le bouton « On » et la machine a démarré. Une machine à produire la vie. Une serre pour les humains. C'est pourquoi ils ont été construits, restaurés si rapidement. La carcasse était là. L'infrastructure souterraine était là. Il suffisait d'y insérer les vitres, trouvées dans les entrepôts, et de lancer le processus. Mais pourquoi? Pourquoi, précisément au milieu du XIXe siècle, un tel besoin de nouvelles personnes s'est-il fait sentir? Où est passée l'ancienne population? Pourquoi les villes sur les vieilles photographies sont-elles vides? La réponse réside dans une catastrophe qui nous a été cachée sous le terme de petit âge glaciaire ou année sans été. Le monde a été nettoyé. L'ancienne civilisation a été détruite ou considérablement réduite par un puissant cataclysme. Peut-être une guerre, utilisant une arme inconnue, laissant derrière elle des cratères que nous appelons aujourd'hui des lacs ronds. L'élite, ayant survécu dans des bunkers, est remontée à la surface et a découvert un monde vide. Un monde sans main-d'œuvre. Un monde qu'il fallait de toute urgence repeupler pour restaurer les infrastructures et s'assurer une existence confortable. Ils avaient besoin d'esclaves. Obéissants, sans mémoire de leur lignée, physiquement robustes, mais dépourvus des connaissances de leurs ancêtres. Et ils ont mis en marche les anciens incubateurs, les palais de cristal. Cela explique pourquoi ces bâtiments étaient appelés « palais pour le peuple », bien que le peuple n'y fût que comme des expositions ou de la matière première. Cela explique les portes et les plafonds gigantesques. Ils n'étaient pas seulement conçus pour des gens de notre taille, mais aussi pour ceux qui géraient ces processus, ou pour ceux qui y étaient élevés avant nous. Nous connaissons les légendes sur les géants. Peut-être ne sont-ce pas des légendes, mais des lots rejetés d'un cycle de production précédent. Avez-vous déjà essayé de construire votre arbre généalogique? Vraiment, avec des documents d'archives, des registres paroissiaux et des actes de naissance? Si vous essayez de le faire, vous vous heurterez inévitablement à un mur étrange et effrayant. 1850. Pour 90% de la population de la planète, l'histoire de la lignée s'arrête précisément à cette date ou un peu plus tard. Avant cela, le vide, l'obscurité. Soit les registres sont absents, soit ils ont été détruits, soit vos ancêtres sont apparus littéralement de nulle part. L'histoire officielle nous dit « les archives ont brûlé, les paysans étaient analphabètes ». Mais pourquoi cette perte de mémoire est-elle d'une nature si globale, planétaire? Pourquoi coïncide-t-elle avec la construction des palais de cristal et la soi-disant révolution industrielle? Réfléchissez. Pourquoi précisément au milieu du XIXe siècle, à travers toute la planète, une unification totale de tout et de tous se produit-elle? Jusqu'alors, le monde était bigarré, chaotique, diversifié. Et soudain, comme par un coup d'interrupteur, une norme unique est introduite. Un système métrique unique, des standards de briques uniques, une largeur de voies ferrées unique, un temps unique avec des fuseaux horaires. Mais le plus effrayant, c'est la standardisation des gens. C'est précisément pendant cette période, de manière synchronisée avec le lancement des palais de cristal, que le modèle prussien d'éducation scolaire est mis en place dans tous les pays. On nous dit que cela a été fait pour éclairer les masses. Quel noble mensonge! L'école de l'époque n'est pas un lieu de créativité. C'est une chaîne de montage industriel. Sonnerie pour le cours, sonnerie pour la fin du cours, discipline stricte, bachotage, uniforme identique. C'est de la programmation,
Si vous avez fait grandir des millions d'unités biologiques dans des incubateurs, vous devez leur télécharger un système d'exploitation dans leur tête vide. Vous devez leur donner une langue, des compétences de base pour l'entretien des mécanismes et surtout, de faux souvenirs d'un passé qu'ils n'ont jamais eu. Regardez les noms de famille. Smith, Miller, Taylor, Kuznetsov, Plotnikov, Melnikov. Au milieu du 19e siècle, des millions de personnes reçoivent des noms de famille dérivés de professions. Pourquoi? N'est-ce pas parce que ce n'étaient pas des noms de famille ancestraux, mais des étiquettes d'inventaire? Tu es forgeron, donc tu seras Smith. Tu es meunier, tu seras Miller. Ce n'est pas une famille. C'est une désignation fonctionnelle d'un biorobot dans le nouveau système économique. Ces gens n'avaient pas d'histoire. Alors on leur a donné une fonction au lieu d'un nom. Et maintenant, revenons aux expositions dans les palais de cristal. Étudiez attentivement les catalogues d'exposition. Outre les métiers à tisser et les marteaux à vapeur, on y exposait en grande quantité des prothèses, des bras artificiels, des jambes, des yeux de verre, des dentiers. On nous explique cela par les conséquences des guerres. Mais il n'y avait pas de grande guerre mondiale à ce moment précis. Pourquoi une telle quantité de pièces de rechange pour les humains? La réponse est terrifiante par son cynisme. La production cultivée présentait souvent des défauts. La technologie de croissance accélérée connaissait des échecs. Les nouvelles personnes s'usaient rapidement, leurs dents tombaient, leurs membres flanchaient. Et le système offrait immédiatement une solution. Des pièces de rechange mécaniques. La cyborgisation du 19e siècle. Faites attention à l'étrange mode de l'époque pour les corsets et les cols rigides. Ce n'est pas seulement un style, ce sont des exosquelettes. Une colonne vertébrale faible, des muscles dorsaux sous-développés, chez des êtres élevés en gravité artificielle ou dans l'environnement aquatique d'un incubateur, exigeaient un soutien externe. Les femmes ne pouvaient pas marcher sans corset, non pas par esthétisme, mais parce que leur corps se brisait sans armature. Mais les palais de cristal remplissaient une autre fonction, dont les physiciens ne parlent pas. Le son, la résonance. Ces volumes gigantesques de verre et de métal sont des résonateurs idéaux. Les témoins affirmaient qu'un étrange bourdonnement régnait toujours à l'intérieur des palais, et que les orgues qui y étaient installés étaient les plus gigantesques du monde. L'orgue du Palais de Cristal de Londres comptait 4500 tuyaux. Pourquoi? Pour la musique? Non. Des infrasons et des ultrasons. Une vibration d'une certaine fréquence est capable d'influencer la structure cellulaire, d'accélérer la régénération et, surtout, de supprimer la volonté. Ces palais étaient des émetteurs géants qui transmettaient une fréquence de soumission à toute la région. Ils structuraient non seulement l'eau des incubateurs, mais aussi la conscience de ceux qui se trouvaient à portée. C'étaient les antennes de téléphonie mobile de leur époque. Sauf qu'elles ne fonctionnaient pas avec des téléphones, mais directement avec le cerveau. Et nous arrivons maintenant à la preuve qui se trouve littéralement sous nos pieds. Regardez les bâtiments de votre ville, prétendument construits au 19e siècle. Pourquoi leurs premiers étages sont-ils enfoncés dans le sol? On nous ment à propos de la couche culturelle. On nous dit que les gens n'ont pas nettoyé la saleté pendant des siècles et qu'elle a recouvert les fenêtres. Croyez-vous sérieusement qu'en 100 ans, on puisse accumuler 3 mètres de terre? Et que les propriétaires de maisons ont simplement transformé les portes en fenêtres et continué à vivre dans le sous-sol? C'est un mensonge. Les bâtiments sont ensablés. Ce sont les traces de ce même déluge de boue ou du bombardement de terre qui a détruit la civilisation précédente. Les palais de cristal ont été construits par-dessus ce chaos. Mais leur sous-sol, les sous-sols s'enfonçaient là, en profondeur, vers les communications intactes de l'ancien monde. Là où l'électricité atmosphérique était préservée, où fonctionnait la poste pneumatique et les routes souterraines que nous appelons maintenant le métro.
Le métro de Londres a ouvert en 1863. À traction à vapeur. Imaginez, une locomotive à vapeur dans un tunnel. Fumée, suie, manque d'oxygène. Les passagers auraient dû s'étouffer en 5 minutes. Mais ils y roulaient. Cela signifie que la traction n'était pas à vapeur. Les locomotives à vapeur ont été rajoutées plus tard pour cacher les technologies de propulsion sans carburant que les nouveaux maîtres ont trouvées dans les souterrains et utilisées pour le transport de la biomasse et des ressources entre les incubateurs. Le système était global. Les palais serres en surface recevaient la lumière du soleil. Les étages souterrains fournissaient l'énergie et le transport. Et entre eux se déroulait le processus de création de l'homme de service. Mais quelque chose a mal tourné. Pourquoi le projet a-t-il été abandonné? Pourquoi ces magnifiques palais ont-ils été détruits un par un? Peut-être les nouvelles personnes ont-elles commencé à poser des questions? Ou peut-être la mémoire génétique de ceux dont l'ADN a été utilisée comme base s'est-elle réveillée? Un dysfonctionnement de la matrice s'est produit à la fin du XIXe siècle. Nous le voyons à travers des événements étranges. Épidémies de folie, flambées de révolution, émeutes de masse. Le logiciel a planté. Les biorobots sont devenus incontrôlables. Et alors, les marionnettistes ont pris la décision de la grande purge. Ils devaient effacer les traces des laboratoires et réécrire l'histoire. L'ère des grands incendies a commencé. Chicago, Boston, Seattle. Des villes ont été réduites en cendres, alors qu'il n'y avait rien à brûler. De la pierre et de la brique. Mais elles ont fondu comme de la cire, sous l'effet de températures impossibles à créer, avec du kérosène ordinaire. Regardez attentivement les photographies des ruines après les soi-disant grands incendies de Chicago, Boston ou Seattle. Votre œil, habitué aux destructions des films hollywoodiens, pourrait ne pas remarquer la supercherie, mais un ingénieur verra l'impossible. Les blocs de granit des fondations ne sont pas fissurés par la chaleur, ils sont fondus. La pierre a coulé comme de la pâte à modeler, se transformant en une masse informe. Les structures métalliques se sont évaporées, ne laissant que des contours fantomatiques. Mais en même temps, des constructions en bois et des journaux en papier à quelques pâtés de maisons de l'épicentre sont restés intacts. La version officielle de la lampe à pétrole renversée de la vache de Madame O'Leary est un crachat au visage de la physique et du bon sens. Ce n'étaient pas des incendies. C'était une purge, utilisant une arme énergétique dirigée de haute puissance. Les palais de cristal et les centres des anciennes villes étoiles étaient détruits ponctuellement et froidement. Le projet incubateur était terminé. Des millions de nouvelles personnes avaient été élevées, formées à des compétences primitives et prêtes à travailler. Les serres géantes, ayant rempli leur fonction, devinrent dangereuses pour les nouveaux maîtres du monde. Elles étaient un témoignage trop évident que nous vivons sur les ruines d'une civilisation de Dieu. Mais la principale raison de la destruction résidait dans l'énergie. Les coupoles et les flèches de ces palais étaient des récepteurs d'électricité atmosphérique, l'éther gratuit, propre et infini. Réfléchissez, pourquoi précisément au tournant des 19e et 20e siècles se produit un changement radical du modèle technologique. Nous avons été forcés de passer à la dépendance aux hydrocarbures, pétrole, charbon, gaz. Des ressources qu'il faut extraire par un travail acharné, transporter, vendre, et pour lesquelles on peut tuer. L'énergie éthérique ne peut pas être mise en baril et vendue en dollars. Elle ne peut pas être contrôlée par un compteur. C'est pourquoi les technologies de Tesla et les connaissances de l'ancien monde ont été déclarées pseudo-sciences, et les palais de cristal, générateurs d'énergie libre, transformés en tas de scories fondues. On nous a fait croire que les cheminées fumantes des usines étaient le progrès, et que l'énergie propre du passé était un mythe. Nous sommes devenus esclaves des compteurs et des tarifs, sans même soupçonner que nos ancêtres, ou ceux qui vivaient ici avant nous, recevaient lumière et chaleur directement de l'air.
l'opération de substitution de l'histoire a été brillante. Sur les cendres des serres, des boîtes de béton LED ont été construites. Le souvenir du déluge de boue et des incubateurs a été effacé en 2 générations. Mais le système a laissé des marqueurs. Le code génétique de ceux qui ont été cultivés dans les éprouvettes de Paxton porte en lui une bombe à retardement. Nous sentons que ce monde est un décor. Nous regardons les statues antiques avec une mélancolie que nous ne pouvons expliquer. Ce n'est pas seulement un intérêt pour l'art, c'est une recherche subconsciente de nos vrais créateurs. Mais qui sont-ils? Et où sont-ils maintenant?